Un regard sur l'Europe, vous avez souvent dit, hein, vous êtes la voix, il faut dire ce que vous représentez, parce que vous étiez le Français le plus gradé dans la hiérarchie opérationnelle de l'OTAN, donc on va beaucoup parler des États-Unis dans un instant, mais d'abord sur cette Europe qui n'a pas d'armée. Vous avez souvent dit ça, c'est un des problèmes, je ne sais pas si ce sera un thème de campagne, mais ça c'est un problème. Oui, bien sûr, c'est un problème. Parce que l'Amérique n'est pas, quel que soit son régime ultérieurement, l'Amérique n'est pas condamnée à nous tenir la main ad vitam aeternam. Et donc il y a bien un moment où il faudra qu'on marche sans béquilles, les Européens. Non seulement elle n'est pas condamnée, mais elle n'en a pas l'intention. Et voilà, exactement. On a un paquet de nos amis et partenaires dans l'Union européenne qui ils sont dans ce mode mental que c'est un droit que l'Amérique soit là. C'est un fait. C'est comme la gravité. Voilà. Quand Donald Trump dit on paye pour la sécurité des Européens, est-ce qu'il a raison? Non. Pourquoi? Alors, il faudrait faire un petit démontage budgétaire, mais pour parler vite, quand on dit l'argument de Donald Trump, mais avant lui, d'Obama, de Bush, c'est pas Trump ça, c'est l'Amérique. C'est de dire, attendez, notre budget de la défense, c'est à peu près 800 milliards de dollars, vous les Européens, c'est 250 milliards de dollars, donc nous payons 3/4 de la facture. Donc c'est vrai. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que les 800 milliards de dollars, c'est la facture impériale globale. Impériale, oui. C'est le Pacifique. C'est Séoul, c'est leurs 25 000 soldats en Corée, c'est voilà, la plus grande partie de la flotte maintenant est dans le Pacifique. Donc, quand vous retirez la quote-part, quand en plus il y a beaucoup de frais qui sont, par exemple, 40 milliards de dollars en infrastructure aux États-Unis. Bon, c'est quand même pas la facture de la défense européenne. Trump, de son temps, avait pris 5 milliards du budget pour faire une partie du mur contre le Mexique. Est-ce que ça veut dire que les Européens devront prendre exemple, notamment sur les Polonais? Les Polonais, ils atteignent 4% de leur PIB. Ils ouvrent vraiment les vannes financières. Ils vont atteindre. Vous avez raison. Mais ils y marchent vraiment à très grand pas. Oui, c'est vrai, absolument. Voilà, je crois qu'ils sont au-delà de 30 milliards de budget, ce qui est énorme pour un pays comme la Pologne. Est-ce que tous les Européens devront s'y mettre? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que le général a tout à fait raison. Actuellement, nous payons à peu près autant que les Américains pour la défense de l'Europe. Mais il y a un moment où les Américains ne payeront plus du tout pour la défense. Enfin, du tout. En tout cas, beaucoup moins qu'aujourd'hui pour la défense de l'Europe. Et il faudra que nous payions pour notre défense. Bien sûr que oui. Merci beaucoup Bernard Guetta. On continue avec vous, Général Yakovlev. On parlait de Donald Trump. Partons de là, on va très vite arriver à l'Ukraine, aux autres fronts, n'est-ce pas? L'Ukraine, la Chine, la Corée. Mais d'abord, je rappelle, effectivement, vous êtes peut-être le Français qui a le plus travaillé, un des Français qui ont le plus travaillé avec les Américains. Un regard sur ce Trump qui débute sa campagne de manière aussi retentissante. Joe Biden dit qu'il utilise des méthodes nazies, de la rhétorique nazie plus exactement. Lui, il réplique de la façon qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Un danger. Pourquoi? C'est un danger pour le monde libre. C'est un homme qui est dépourvu de valeurs personnelles, quoi qu'il en dise, et c'est facile à établir. Alors, je dis pas que tous nos dirigeants sont des parangons de vertu, vous voyez ce que je veux dire, hein, bon, mais malgré tout, en tant que militaire, avoir un chef qui a quelques valeurs, pour qui la parole donnée compte, qui ne vit pas dans le mensonge, qui n'est pas un escroc, moi, très franchement, pour me faire tuer, je préfère le faire pour quelqu'un. Alors, il n'est pas obligé d'être Mère Teresa, mais au moins que ce soit quelqu'un de bien, si vous voulez. Enfin, bref. Quel danger il ferait précisément courir à l'Europe, d'après vous, s'il était élu? C'est un court-termiste, Trump. Et comment on appelle ça, un gars qui est transactionnel, au sens, moi je fais quelque chose si vous me donnez quelque chose. Ce qui n'est pas choquant en soi. Ok, dans toute stratégie, il y a une notion de transaction. Mais sa vision des transactions vis-à-vis de l'Europe, c'est je largue. Alors, on pourrait dire que ça nous fera du bien, parce que le premier Trump a tellement inquiété nos alliés à l'OTAN qu'il y en a quelques-uns qui ont failli comprendre qu'ils avaient un problème. Et puis, l'élection de Biden leur a permis de dire « Ah, on est revenu aux affaires ».
Si Trump revient, la question de l'autonomie stratégique européenne va se poser durement. Écoutez la réplique de de Donald Trump. Il a commencé, lui aussi a commencé sa campagne. Hier, c'était Biden de façon vraiment extrêmement vocale. Réponse de Trump ce soir. On a un homme qui ne peut pas aligner deux phrases. Il ne peut pas parler. Hier, il a joué au dur. Il a dit que j'étais une menace pour la démocratie. Il est une menace pour la démocratie, car il est incompétent. Ce sera leur argument. Il est une menace pour la démocratie. Ils ont truqué l'élection. Ils ont fait des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant en termes de militarisation. Avec le FBI, je serais pire qu'Al Capone. Voilà, ce Trump qui, dites-vous, est selon vous dangereux pour la démocratie. Écoutez ce que Joe Biden disait à ce sujet. C'est la réplique, c'est le berger à la bergère. Chacun dira qui est l'un ou l'autre. On va l'entendre. Sur les méthodes nazies, de la rhétorique nazie, disait Joe Biden de Donald Trump. Donald Trump qualifie ceux qui s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné, faisant écho exactement au même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie. Un mot de votre point de vue militaire. Ce que Biden aura représenté. On va parler dans un instant de son attitude à l'égard des Ukrainiens. Que pensez-vous? Quel bilan on peut faire de Biden pour l'instant? Biden, son bilan serait brillant s'il s'était mis d'entrée de jeu dans une optique de mandat unique. Moi, j'ai des amis américains. En gros, une semaine après les élections, les dernières, il y a quand même 3 ans maintenant, presque 4 ans, le gars me dit, tu vois, le pire que je crains, c'est un rematch en 2024. C'est ce qui est en train de se 2020. faire. C'est ce qui est en train de se en faire. 2020. Ouais. Un ami, un ancien militaire d'ailleurs, qui dit le pire, c'est un rematch. Et là, Biden, il porte une lourde responsabilité de ne pas s'être retiré du champ pour laisser les démocrates choisir quelqu'un d'autre. Il porte une grave responsabilité. Il est trop âgé? Alors, très franchement, mettons, il fait son âge vis-à-vis du public. Et puis, d'une façon générale, il fallait qu'il s'écarte. Alors, avec Kamala Harris, au début, on s'est dit, il est en train de préparer Kamala Harris, et Kamala Harris a rencontré des problèmes assez vite, voilà. Mais concrètement, le Parti démocrate, à l'heure actuelle, est dans le déni. Et donc, s'il perd cette élection... Le déni de quoi? Le déni de, il faut qu'on lui explique et qu'on trouve quelqu'un d'autre. Alors, ah oui, vous en êtes là. Vous seriez démocrate, vous iriez voir Joe Biden pour lui dire, écoutez, désolé, il va falloir rentrer chez vous. Oui, pour la grandeur de l'Amérique, sacrifiez-vous, vous aurez déjà beaucoup donné. Et d'ailleurs, le mandat de Biden n'est pas du tout honteux. Le public voit en lui quelqu'un, il a relancé l'inflation et tout. Biden, il y a eu des créations d'emplois, il y a eu l'économie américaine se porte très bien maintenant. C'est en partie, au moins au bout de 4 ans, c'est grâce à Biden quand même. Il a été constant sur la scène internationale. Je pense que l'histoire lui rendra acte. C'est un très bon président. Est-ce que vous lui reprochez néanmoins, comme souvent les Ukrainiens, de s'arrêter pour l'instant au milieu du chemin? Il a beaucoup aidé. Les États-Unis, il faut tout à fait le reconnaître, ont beaucoup aidé, mais se sont arrêtés à un certain seuil. Ou en tout cas, ont ralenti à un certain seuil. Alors, c'est ce que j'appelle depuis l'été 2022 la calibration de la guerre. C'est un reproche que je fais aux Américains d'avoir calibré leur aide petite tranche par petite tranche, pour éviter que les Ukrainiens ne perdent sans leur donner les moyens de gagner. Et je ne suis pas le seul à dire ça, j'ai pas mal de camarades américains qui le disent ouvertement et qui l'écrivent. Ce que vous dites est terrible, parce que vous parlez d'une intention. Vous ne dites pas seulement que c'est un peu le hasard général qui a amené à ça. Quand on dit calibrer, ça veut dire qu'il y a derrière une intention. La crainte majeure des Américains, c'est l'effondrement de la Russie. Donc, il faudrait que Poutine se calme, mais il ne faut pas effondrer le régime. Voilà. Il y a pire qu'une victoire ukrainienne, c'est une défaite totale de la Russie, si vous voulez, enfin de Poutine, du régime Poutine. Donc, leur choix, de mon point de vue, il a été de calibrer la guerre.
À chaque fois. L'artillerie solaire, etc. Est-ce que c'est rappeler une tradition américaine qui est qu'ils défendent leurs intérêts, les entrées en guerre pour eux se font, on va recevoir dans quelques instants l'ambassadeur Philippe Etienne, on fait mémoire de 1944, guerre très courageuse des Américains, mais après 1941, il a fallu les convaincre d'entrer en guerre avant 1941, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Oui, c'est grâce aux Japonais qu'ils sont rentrés en guerre. Ouais, si on peut dire, ou à cause. Voilà, ou à cause, voilà. Mais les Américains poursuivent leurs intérêts, je veux dire, c'est normal, c'est légitime. Je veux dire, nous cherchons tous à poursuivre nos intérêts. C'est là où Trump, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il a une perception de ses intérêts qui est tellement court-termiste qu'il en oubliera les intérêts à long terme. Et même quand il était aux affaires, l'État profond américain a beaucoup aidé les Ukrainiens, plus que ce que Trump lui-même voulait. On a de ce que on discute ici une illustration très précise. C'est le New York Times qui fait état de cette nouvelle donne. Les États-Unis auraient averti les Ukrainiens qu'il va falloir ralentir en matière de patriotes. Ils disent que les systèmes de défense qui ont été livrés, que Washington a prévenu qu'il ne sera pas en mesure de les maintenir approvisionnés très longtemps. Bon, je suis désolé de l'entendre, mais ça devait venir un jour ou l'autre. Ce sont des missiles très chers, haute technologie, ça ne se remplace pas comme ça, on ne va pas au marché avec un chéquier. Et voilà, mais ça montre aussi que s'ils avaient donné tous ces patriotes, plutôt que de les écheniller, s'ils les avaient donnés il y a un an, peut-être que l'image de la guerre aurait été différente, parce qu'ils ont laissé aux Russes le temps de reconstituer une partie de leur cadence de production, d'aller chercher des missiles, semble-t-il, sur le marché nord-coréen, les drones chez les Iraniens, ça a été un coup de génie. Et voilà, on n'en donne pas. Mais expliquez-nous bien, vous dites que vous vous attendiez au fait que les patriotes, c'est capital pour eux. On se rappelle Zelensky qui va à Washington, qui est très... pour lui, ça a été un moment capital de la guerre, de sa guerre de défense contre les Russes. Or, ça se tarit, ça va se tarir apparemment. Oui. Ou se ralentir. Oui, mais le stock de missiles patriotes d'une armée comme l'armée américaine, ça ne se compte pas en dizaines de milliers. Ça se compte en milliers, je pense. Et la cadence de production des patriotes, je ne sais pas ce qu'elle est, mais ça m'étonnerait que ça soit 200 missiles par mois. En termes de pénalisation, qu'est-ce que ça risque de représenter pour les Ukrainiens ? Beaucoup plus de destruction par les missiles russes. Pas un effondrement du front, le nom du Donbass. Ces missiles-là ne servent à rien sur le Donbass, mais simplement la démolition progressive des villes. On va leur faire ce que les Israéliens font à Gaza. Ça ira moins vite, parce qu'ils ont l'Ukraine est beaucoup plus grande et que les Russes n'auront pas la cadence de tir des Israéliens. Ça revient au même, c'est de la casse. La comparaison est cruelle. Le fait que ce qui se passe actuellement à Gaza, est-ce que ça relativise dans l'esprit de certains Occidentaux, et notamment de certains Américains, ce qui se passe en Ukraine ? Pour poser la question autrement, est-ce que l'extrême dureté de ce qui se passe à Gaza fait que, dans une partie des opinions aux États-Unis, on se dit, il y a beaucoup de fronts, c'est pas facile d'être partout ? Oui. Et puis il y a le fait que on compte, et chaque mort est une tragédie, on compte les morts des frappes russes, mettons par dizaines le soir, il manque un zéro quand on parle de Gaza. Et là, on en parle moins. Oui, vous êtes très frappé, n'est-ce pas ? Je suis frappé de voir ça. Vous êtes très frappé par l'ampleur des pertes civiles à Gaza. Oui, absolument. Pourquoi à ce point-là ? Parce que ce sont des pertes excessives qui, je pense, ne se justifient pas autrement que par la vengeance. Je reconnais à Israël le droit de faire la guerre à Gaza. Mais à l'heure actuelle, par exemple, ils détruisent moins dans le nord et ils fouillent plus à la petite cuillère. Donc ils prennent plus de pertes, c'est vrai. Si j'ose dire, c'est tout à leur honneur. C'est quand même un style de guerre que je préfère à la démolition et à l'horreur infligée à la population. Qu'est-ce qui fait que vous ayez cette fibre-là ? Parce que vous êtes un général qui a travaillé beaucoup avec les Américains, ex de l'OTAN, très anti-russe, par exemple. Vous avez pris des positions extrêmement fermes. Quoi ? Je ne suis pas anti-russe, je suis anti-Poutine. Oui, anti-Poutine. Or, dans le dossier israélien, vous avez été d'une très grande sévérité à l'égard de la politique actuelle d'Israël.
militaire à Gaza. Oui. Fondamentalement, il n'y a rien de plus immoral que de faire une guerre quand on ne sait pas ce qu'on veut en faire. L'objet de la victoire militaire est de dicter les termes de la paix. Vous gagnez en 1870, vous faites à Versailles, vous faites signer les Français, enfin il y a le traité de Francfort, 1872 encore, nous les Français on leur a fait le coup de Versailles. Donc le vainqueur dicte les termes. Bien. Alors moi ce que je demande à voir, c'est un Israélien, un ministre si vous voulez. Je dis, vous dictez les termes. Voilà, je vous donne une feuille, un stylo. Vous écrivez, c'est quoi la victoire que vous voulez ?